contrôle et la surveillance de masse sont de retour. Au terme d'une procédure qui ressemble à une mauvaise farce, les députés européens ont voté hier largement contre la remise en place de chat control, à raison de 314 voix contre 276, mais le texte est quand même passé. En effet, par un obscur point de règlement, il aurait fallu une majorité absolue exceptionnelle d'eurodéputés contre, c'est-à-dire 361, pour renvoyer pour de bon chat control aux oubliettes. Faire passer ce vote durant la session de juillet était en effet une formidable aubaine, étant donné qu'elle est la plus propice à l'abstention, même marginale, de certains députés, et favorise donc les chances de ne pas atteindre la majorité absolue de 361 députés sur 720. Même une partie des eurodéputés semblait avoir du mal à comprendre l'objet et la procédure précise de ce vote. Une véritable pagaille qui cache le visage monstrueux d'une machine infernale qui ne recule devant rien pour faire passer ses textes, pas même le mépris flagrant du vote des élus, censés incarner la volonté populaire et démocratique de leurs électeurs. En tout état de cause, alors qu'il était suspendu depuis le mois d'avril 2026, Chat Control 1.0 est de retour de façon provisoire pour 2 années supplémentaires. Il est censé, par le truchement du contrôle automatisé de tous les messages numériques de toute la population du continent, favoriser la lutte contre la pédocriminalité. Si ce texte soulève un nombre extrêmement important de problématiques, Pierre-Yves Rougeron nous rappelle que l'un d'entre eux, auquel on ne pense pas toujours, est celui des menaces techniques qui pèsent sur chacun d'entre nous avec la mise en place de cet outil. D'abord, il y a un problème d'incompétence technique. Le raisonnement selon lequel nous allons avoir la possibilité d'entrer dans votre appartement numérique par une backdoor, par une porte dérobée, pour votre bien évidemment, et qu'on sera bien les seuls à avoir les clés, est une bêtise. Si on laisse des accès à des fichiers, eh bien malheureusement, rien n'est infaillible. Donc déjà, il y a un problème dans cette manière de penser, qui nous renvoie à une vieille question antique, c'est qui va garder les gardiens ? Dès qu'on se permet ce genre de truc, on multiplie les chemins par lesquels d'autres pourront mal utiliser ces outils de surveillance. Donc déjà, faut pas commencer. En effet, lorsque l'on repense aux très nombreux piratages informatiques dont sont victimes toute une série de services publics français, on peut s'interroger sur le bien fondé de créer, d'un point de vue technique, un accès permettant d'accéder au chiffrage numérique des messageries et autres boîtes mail de tous les Européens. Surtout si l'on pense au fait que d'ores et déjà, face aux géants américains ou encore chinois avec TikTok, l'Europe est une véritable passoire en ce qui concerne la protection de ses données. Mais cette prise de risque et cette réduction incroyable de nos libertés va-t-elle réellement changer quelque chose à la protection de l'enfance ? Selon Pierre-Yves Rougeron, on est à tout le moins en droit d'en douter. Il y a un problème politique de fond. Vous prenez l'alibi, le pire des alibis, qui est l'alibi de la protection de l'enfance, vous qui refusez par ailleurs de traquer les réseaux Epstein en France, alors que nous avons un problème endémique de pédocriminalité en Occident et particulièrement en Europe de l'Ouest, vous prenez le pari de prendre ce dossier intouchable pour justifier une régression collective de liberté, alors qu'en plus, quand bien même vous arriveriez à apprendre quelque chose par cette surveillance généralisée sur le volet précis de la pédocriminalité, vous n'avez aucune institution pour les traiter comme il se doit, vu que de toute façon, ils ne seront pas traités policièrement. Leur profil fait d'eux des êtres qui récidivent à coup sûr, et vous n'avez aucun procédé de neutralisation, et vu les peines encourues et les peines prononcées sur la détention d'images pédopornographiques ou pire l'atteinte aux enfants. Je rappelle par exemple qu'un magistrat qui avait tenté de vendre sa petite fille sur Internet est revenu en poste en France. Donc c'est un alibi de régression de liberté. Or, le problème, c'est que la définition de la liberté politique et de la liberté républicaine, c'est-à-dire où il y a un privé et un public, est structurelle pour les peuples occidentaux. Et qu'à y renoncer, on va finir par les faire crever. Désormais, Chat Control 1.0 restera donc en vigueur jusqu'en avril 2028. Mais il ne s'agit que de la version 1.0.
Autrement dit, un dispositif présenté comme provisoire, le temps que les institutions européennes négocient un accord cadre destiné à mettre en place Chat Control 2.0 beaucoup plus extensif et durable. Et lorsque l'on replace cette évolution dans un contexte plus large, le tableau devient vraiment difficile à ignorer. Entre l'obligation d'équiper les véhicules neufs de caméras surveillant en permanence les conducteurs, le projet d'euro numérique et la multiplication des outils de contrôle, on voit progressivement émerger une société dystopique où la surveillance devient la norme. Une société qui, paradoxalement, s'accompagne d'une débilisation et d'une infantilisation toujours plus poussée des citoyens. Au bout du compte, l'Union européenne finit par ressembler de plus en plus aux régimes autoritaires orientaux qu'elle prétend combattre. La différence, c'est qu'à cette extension inédite du contrôle étatique ne semble correspondre aucune véritable volonté de puissance, aucune ambition de souveraineté ou d'affirmation stratégique. Sauf bien sûr si l'on considère que la dynamique qui anime les élites euromondialistes relève d'une autre forme de volonté de puissance, non pas celle de la construction, mais celle de la destruction, de la mort et de l'auto-extinction.